Bonjour à tous. Donc, on m'a présenté Martin Landry, président, fondateur d'Intelligence Industrielle. Donc, on va parler aujourd'hui de réduction des temps d'arrêt, de comment optimiser notre TRG. On va parler en gros d'industrie 4.0. OK? Moi, ce terme-là, je ne suis plus capable. Personnellement, je sais que c'est ça le thème de la journée, là, mais je ne suis plus capable de ce terme-là. Il est surutilisé, il est galvaudé. OK? Il est presque synonyme d'innovation en ce moment en milieu manufacturier. Là. Donc, il est utilisé à tort et à travers. C'est quoi qu'il faut se rappeler de ce virage-là? Le virage 4.0, c'est un virage numérique. Okay? Donc, on ne parle pas d'automatisation, on parle de digitalisation. On veut avoir des données pour prendre des décisions. Okay? C'est aussi simple que ça. C'est ça le virage 4.0. On en a-tu en ce moment, des données? Bien, ça dépend. Ça dépend des entreprises. Il y en a qui sont à cette étape-là. Engager un stagiaire là, qui fait le tour des machines là, pour faut mettre à jour nos temps standards. Fait que là, on va chronométrer comme ça. Moi, je l'ai déjà fait quand j'avais 18-19 ans. Là, j'étais cette personne-là. Aller mesurer les temps. OK? Il y en a d'autres qui sont à les écrire sur des tableaux. C'est déjà bien de voir comment ça a été aujourd'hui dans le cadre de travail par rapport aux autres jours. On veut aller retranscrire ça sur Excel. Puis là, on passe quasiment plus de temps à essayer de collecter la donnée que de la valoriser. Donc, arrêtons de perdre notre temps à essayer de la collecter, puis prenons plus de temps à l'utiliser, à la valoriser finalement, cette donnée-là. Il y en a d'autres qui ont des machines plus récentes, 4.0, qui nous permettent d'extraire des données. Puis là, si on l'a, la donnée, là, elle est dans la machine. Mais c'est juste, faut que j'aille l'extraire avec une clé USB, puis après ça, il faut que je la mette dans mon Excel. Puis là, on a une macro. Mais là, la macro est pétée, puis là, le gars, il travaille plus ici. Mais en tout cas, on va régler ça. Là, puis peut-être qu'à un moment donné, on va être capable de visualiser notre donnée. C'est grosso modo. Là. Il y en a d'autres. Donc, il y en a d'autres qui n'ont rien pantoute. Okay? La majorité d'entre nous ici, on n'en a pas de données. C'est ça la réalité. C'est plate, là. Mais la majorité d'entre nous ne savent même pas combien de pièces on a fabriquées aujourd'hui. Ça paraît fou, là. Dans le sens, on sait, OK, on a 200 pièces à faire, on pense que ça va prendre 2 semaines. On scanne dans l'ERP au début, pouf, on commence, puis là, on a fini 3 semaines. Ah! Mais en cours de route, on n'avait aucune idée si on était en avance ou on était en retard. La majorité d'entre nous, on ne sait même pas si notre machine fonctionne 20 du temps ou 80 du temps. Pourtant, avant de prendre une décision d'acheter une nouvelle machine, ça serait quand même important. Donc, la majorité, nos clients, ce ne sont pas des gens qui ont des problèmes de vente. On ne peut rien faire pour eux. Okay? C'est ceux qui ont des problèmes de productivité. Ils se disent, hey, j'ai un carnet de commandes bien plein, là, mais je refuse des jobs parce qu'il me manque de machines, il me manque de main-d'œuvre. T'as une minute, là. Il ne manque pas de machines. La moyenne d'utilisation de tes machines est de 32 33 Donc, on peut aller chercher plus. Mais pourquoi être à l'arrêt? Pourquoi, quand on se promène dans l'usine, on voit juste des lumières rouges? C'est quoi la principale cause d'arrêt? C'est parce qu'on est en manque de matériel, on est en setup, on est en bris mécanique, en maintenance préventive. C'est quoi? Pour qu'on puisse travailler à réduire ces temps d'arrêt-là non planifiés, peut-être même réduire les temps d'arrêt planifiés. Idéalement, on serait là, on aurait en temps réel les données de nos machines, l'état de nos équipements, on aurait l'historique de performance, on a des alertes, puis c'est ça qu'on vient parler aujourd'hui. OK? Mais juste avant de parler de ça, là, comment on va connecter ces machines-là, comment on va tirer profit de ces données-là, j'aimerais ça qu'on fasse un exercice, OK? Dans le sens, pourquoi il faut aller là? Ça va être quoi, finalement, la suite? Ça va être quoi dans 50 ans, l'industrie 4.0? Dans 50 ans, c'est impossible à prévoir. C'est impossible. Ça va être quoi dans 25 ans? Ou dans 20 ans, ou dans 5 ans? Oui, peut-être même dans 2 ans, ça va être difficile à prévoir. Peut-être même d'ici Noël. Mais on fait un exercice. Ça serait quoi? Ça serait quoi, tu sais? Ça serait quoi le plus avancé, là, tu sais? Ça serait quoi? Qu'on puisse chatter avec notre usine, là, un peu style ChatGPT, là, tu sais? C'est un peu comme Jarvis, là, dans Iron Man, là, tu lui demandes à peu près n'importe quoi, là, puis il est capable de te répéter, là. Fait que tu pourrais chatter, tu pourrais parler peut-être à ta machine ou à ton usine, je ne sais pas, là. Tu pourrais lui poser la question « Hey, fais-moi donc un rapport de production de la journée d'hier. » Puis là, boum,
Il dirait, OK, attends, bonjour Martin, hier, bonne journée en soudure, bonne journée au pliage, mais à la découpe, on est légèrement sous l'objectif. La machine Lasertrum, ça a produit seulement 7 des 8 bons de travail prévus. Là, OK. C'est bien beau. L'écart est dû à un arrêt manque de matériel qui a été pris en charge par l'opérateur Eric en 24 minutes. Ce temps de réaction est 3 fois plus lent que la moyenne. Ça serait-tu malade, tu sais? Puis là, voir les statistiques, attends, c'est quoi ça? Hein? J'ai accès à mon tableau de bord, ce serait écœurant. Puis là, il dirait, hey, je recommande une formation pour Eric pour réduire ses temps de réaction. Voici le PowerPoint de formation. CTRL-P, installe ça, ces machines. Hein, voilà, c'est réglé. Tu n'as même pas besoin de la lire, elle te parle, elle fait tout. Elle ne fait pas juste l'analyse, finalement. Elle dit quoi analyser, tu peux aller creuser, puis elle dit les actions à prendre. Serait-tu merveilleux, ça? Ça, c'est dans combien de temps? C'est ça la question à se poser. C'est dans 50 ans? Qui pense que c'est au moins dans 50 ans? Personne. OK. Dans 100 ans, quoi, c'est quoi? Non, non. On sait que ça va être dans moins de 50 ans. Dans moins de 10 ans? La plupart des gens pensent-tu? Dans moins de 5 ans? Moins de 2 ans? D'ici Noël? Peut-être. Je ne sais pas. À voir. Mais on n'a même pas de données. Donc, ça va vite, OK? Il faut qu'on le prenne, ce virage-là numérique. Absolument. Sinon, on ne pourra jamais se rendre où ce qu'on vient de présenter. Il en faut. Ça va de plus en plus vite, OK? En fait, ce n'est pas une vitesse, c'est une force d'accélération. Plus ça va vite, les vagues technologiques. OK? Ils s'enchaînent, OK, de plus en plus rapidement. Ça serait impossible d'imaginer qu'est-ce qui va passer dans 50 ans. Tu sais, si tu demandais aux frères, c'est quoi, les frères Wright, ouais, qui ont volé à 1 mètre, là, qui imagineraient dans 60 ans qu'on serait sur la Lune, ça se peut bien qu'ils te diraient que ça paraît impossible. Là, OK? Puis ça, les vagues technologiques étaient très longues. En ce moment, elles sont très courtes. Donc, il faut du moins aller chercher les indicateurs sur nos machines. C'est la base. Prendre des décisions, avoir des tableaux de bord, avoir les causes d'arrêt de nos équipements, etc., des alertes, c'est la base pour éventuellement être capable de bénéficier des nouvelles vagues technologiques qui vont venir. Donc, on va y aller étape par étape. Il y en a eu une grande, hein, ça ne fait même pas 30 ans. C'est quand même fou que ça a été démocratisé, ça fait 30 ans. Tu sais, l'iPhone, ça fait 15 ans que ça a été démocratisé. On en a tous un ici dans la salle. Ça va vite. OK? La réponse, c'est que ça va vite. Le web, ça a révolutionné tout. Ça a révolutionné l'accès à l'information, l'éducation. On a au bout de nos doigts la plus grande bibliothèque sur Terre, la connaissance. Ça a révolutionné les méthodes que les humains communiquent ensemble. Okay? Quand on travaille ensemble, les humains, bien, on réalise de grandes choses. Hein? Mais ça ne révolutionne plus juste l'humain, ça révolutionne les objets à cette heure. Les objets peuvent se parler par Internet. C'est quand même fou. Vous le savez, là, la domotique, nos objets connectés, vous en avez tous, des ampoules connectées, une cafetière connectée. Là. Mais là, vous allez me dire à quoi ça sert. T'sais? À quoi ça sert que mon micro-ondes soit capable de parler avec mon toaster? À quoi ça sert de pouvoir ouvrir les lumières avec mon téléphone si je peux juste me lever et l'ouvrir? Puis ça marche 100 du temps. À quoi ça sert? Moi, je l'ai fait. Là. Moi, j'étais un tripeux. Là. Tout est connecté. OK? Tout est connecté. Quand je reçois un email de mes clients, ça flash les lumières. Puis là, le bébé se met à pleurer, puis c'est une autre affaire. Mais en tout cas. Mais à quoi ça sert? Bien, je vais vous le dire à quoi ça sert. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien, pas en tout. C'est pas là que la révolution des objets connectés, l'Internet des objets, c'est pas là. C'est là. C'est là que ça a beaucoup de valeur. Les humains, quand on travaille ensemble, on réalise des choses complexes. Okay, on réalise de grandes choses. Laissons nos machines travailler ensemble, vous allez voir, ils réalisent des choses incroyables. C'est ça l'industrie 4.0. En tout cas, moi, c'est ma vision okay, de ça. Donc, c'est un virage qui est numérique, c'est du data. En fait, ce n'est pas du data, c'est du big data, des grandes quantités de données. Puis, ces données-là sont au centre de ce virage-là. Le bénéfice d'avoir des données, je pense qu'on en a parlé toute la journée, là, on ne se répétera pas, là, diminuer les temps d'arrêt, augmenter la qualité des produits qu'on fabrique, augmenter nos performances, nos cadences. Répondre au pourquoi. Pourquoi ça a bien été, mais surtout pourquoi ça a mal été. Là. Quand on n'est pas capable d'y répondre, c'est souvent parce qu'il manque des données. En fait, moi, j'aime bien dire une donnée à sa plus simple expression. Là. Mettons, on la définit à sa plus simple expression, c'est quoi? C'est une incertitude en moins. C'est juste ça, une donnée. Donc,
On n'ira pas collecter des données pour le fun. On va collecter des données pour les endroits où on a des incertitudes, où on peut prendre des décisions pour optimiser notre production. Donc, pourquoi maintenant? C'est parce que c'est une nouvelle bonne idée d'avoir des données. Là. Tout le monde s'est réveillé, puis hey, tabarouette, ça serait le fun d'avoir des données. Mais non, ça a toujours été pertinent, évidemment, d'avoir des données. Il y a différentes raisons pourquoi maintenant il y a autant d'entreprises manufacturières qui prennent ce virage-là, qui connectent leurs machines, etc., leur plancher de production. La première, la technologie, évidemment. Donc, les IoT, on vient d'en parler, les objets connectés, la communication sans fil, les technologies du big data pour sauvegarder des grandes quantités de données. Tu sais, juste il y a 15 ans, tu te faisais une belle base de données sur Microsoft Access, là, puis ça allait bien jusqu'à temps que tu mettes des données dedans, puis ça devenait lent. Tu sais, on l'a tout vécu. Bien, ça, c'est des problèmes d'avant. Aujourd'hui, on n'a plus ces problèmes-là. On peut gérer des grandes quantités de données facilement. Donc, les technologies, oui, c'est une des raisons pourquoi, mais à mon avis, ce n'est pas la principale, c'est les deux autres. Le prix, okay, avant, c'était juste trop cher. De mettre des points de données dans notre usine, c'était trop cher. Là, aujourd'hui, bien, on l'a dit tantôt, tu achètes une cafetière, c'est même pas pour ça que tu l'as acheté, puis elle vient connecter à Internet. Bien, avant, ce n'était pas possible parce que le prix pour connecter la cafetière, la composante, là, était plus cher que la cafetière. Fait que ça ne se pouvait pas. Mais c'était le même principe dans l'usine. Là, aujourd'hui, c'est accessible, bonne nouvelle. On peut en mettre partout des points de données. Yes. Et finalement, la simplicité d'intégration et d'utilisation. Ça n'a jamais été aussi simple de le faire. Puis c'est, à mon avis, la raison principale. OK? Donc, un projet de connectivité machine, ça n'a absolument rien à voir avec un projet d'intégration ERP, par exemple. C'est un projet d'ERP, là, on se ment tout à nous-mêmes. Là. Ah, ça va coûter 60 000 $, ça va me prendre 6 mois. Là. Moi, je n'ai jamais rencontré d'entreprise qui ne change pas d'ERP, d'ailleurs. Là. C'est ça, tu viens de changer d'ERP, tu es en train de changer d'ERP ou tu penses à changer d'ERP. Tu pensais que ça allait te prendre 6 mois, tu as remis le Go Live genre 62 fois. Tu es rendu 4 ans plus tard, tu as changé d'intégrateur 3 fois. Puis tu penses déjà commencer à changer d'ERP finalement. Ça n'a comme pas de bon sens. L'expérience d'intégration logicielle au Québec, mais ailleurs, c'est une catastrophe. Okay? Mais là, on n'est pas du tout dans le même genre de complexité. Je ne suis pas en train de dire qu'un ERP, ça n'a pas beaucoup de valeur. Okay? Ça a de la valeur, mais c'est complexe à faire. Okay? Moi, j'aime les projets qui ont beaucoup de valeur puis qui sont simples à faire. Parce que tu te rends compte en le faisant bien, que ça amène un petit peu moins de valeur que prévu. Là, on s'excitait pas mal. Puis, c'est pas mal plus compliqué qu'on pensait le faire. Mais finalement, tu as encore une bonne marge. Okay? Si, par contre, ton projet il a l'air complexe, il apporte beaucoup de valeur et qui est complexe, tu es à peu près sûr de te planter, finalement. La clé d'un projet de transformation numérique, c'est la simplicité. Simplicité, simplicité, simplicité. C'est la seule clé. Okay? Les ingénieurs, là, on aime ça, là, mettre des features. Là. Mais ça, c'est une mauvaise idée. On va être feature creep puis se dire, OK, tant qu'à ça, on va mettre telle fonctionnalité, puis là, bien, c'est sûr, quand tu travailles avec un intégrateur, son but, c'est de te vendre des heures pour intégrer peu importe ton logiciel, bien, il va être content, lui, des fonctionnalités. Là. En disant, là, on va te programmer, il vend des heures, c'est ça qu'il veut. Fait que non, erreur, OK? On garde le projet simple. C'est la clé. C'est la raison pour laquelle il y a autant d'entreprises qui le prennent maintenant, c'est que les outils nous permettent aussi d'atteindre cette simplicité-là. Juste avant, Étienne nous démontrait qu'on peut concevoir des lignes de production automatisées simplement. T'imagines-tu? Bien, c'est ça. Donc, comment ça marche? Comment qu'on va faire? D'abord, il faut venir faire l'acquisition de la donnée. Ensuite de ça, on va l'analyser, l'interpréter, puis on va créer des outils de visualisation. Donc, on y va, dans l'ordre. Donc, on va installer sur les machines des boîtiers, des IoT. On va intercepter les données, ça peut être de température, consommation électrique, temps de cycle, le uptime, le downtime, etc. Ça va retransmettre ça vers le cloud. On va l'analyser, on va l'interpréter. On va créer des actions, OK? Des actions avec un moteur de règles, j'y reviens, mais pour alerter des gens, pour créer des données, des événements dans la base de données, pour parler avec d'autres logiciels, etc. Créer des alertes, SMS, appels robotisés, Teams. Créer des indicateurs de performance pour interagir avec l'utilisateur, des tableaux de bord en temps réel, des rapports qui vont nous permettre de prendre des décisions. Donc, j'ai passé vite, là. On va rentrer plus précisément comment on fait ça concrètement. Donc, l'acquisition de données, déjà. OK? Qui pense, à main levée, là, puis là, tout le monde vous demande de lever les mains, puis il n'y a jamais personne qui les lève, là. Mais je vais tenter cette fois-ci. D'après moi, je vais réussir. OK? Let's go. Qui pense que c'est mieux collecter des données de façon manuelle? OK? L'humain. Qui pense ça? À main levée.
Aucun ou... OK. Qui pense que c'est mieux de collecter des données de façon automatique? À main levée. Yeah. Qui pense que ça dépend? Ah, je vous ai eu, hein? Oui, exact, je vous ai eu. Mais oui, c'était une attrape. Ça dépend, ça dépend. Idéalement, automatique. Si tu peux le faire automatique, puis c'est simple, hein, la simplicité, bien, on va le faire automatique. Mais ce n'est pas toujours la meilleure façon. Ce qui est sûr, c'est que cette façon-là, c'est pas bon. OK? Ça, oublie ça, là, de collecter des logs papier là, ou sur un tableau, puis on essaie de retranscrire ça dans Excel, etc. Là. Ça vaut rien. Okay? On est à peu près sûr de ne pas collecter la bonne affaire. On n'a aucune façon de valider que la personne qui l'a rempli l'a bien fait. Puis on n'a aucune façon de valider qu'une fois que ça s'est rendu jusque dans Excel, c'est bien fait aussi. Puis finalement, bien, on n'a pas de temps pour la valoriser. Fait que ça, ce n'est pas une bonne option. Okay? La clé, simplicité, simplicité, simplicité. Si on a besoin de collecter des données de façon manuelle, il ne faut pas que ça soit 18 clics. Il ne faut pas que, ben, son ordi, là, le logiciel, il sait, là, il a juste à l'ouvrir, puis là, ben, il n'y a pas vraiment de souris, mais il y a la petite boule sur le clavier, là, fait que là, il va le savoir, là, il va pouvoir aller là, puis là, cliquer là, puis ici, puis tout. Bien, là, la liste déroulante de 408 causes d'arrêt, bien, ça, ce n'est pas une option. Il faut que ça soit simple. Simplicité. Moi, j'aime bien dire un logiciel à 2 clics, c'est 2 fois moins bon qu'un logiciel à 1 clic. C'est aussi simple que ça. En termes de qualité de données, c'est aussi simple que ça. Donc, on peut comparer là, des exemples. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'application Waze. Il y a la même chose sur Google Maps. Hein? Quand il y a un ralentissement, là, il te demande qu'est-ce qui se passe, puis là, tu dis, ben, il y a un policier là, avec un radar. Là, ou il y a de la construction, là, puis là, tu remplis ta cause de ralentissement. Là. Il n'y a personne qui t'a payé pour le faire, là, ni formé. Là. Je ne sais même pas pourquoi tu le fais, là, mais on le fait. Là, qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est facile à faire, puis il n'y a pas trop avec ça. C'était quoi leur autre option? De le demander autre que manuel. C'était quoi? Bien, de tout connecter. Connecter toutes les routes, toutes les cônes oranges, tous les radars de tous les policiers, puis de tous les policiers, tout. Là, il n'y aurait pas besoin de demander rien à personne, OK? On aurait une collecte automatique, ça serait le best. Mais là, ils ont mis ça dans leur graphique là, de effort-valeur, puis ils se sont dit, bon, attends une minute, là. Côté valeur, on devrait être à peu près similaire, là, mais côté effort, ça n'a rien à voir. Fait qu'on va y aller simple, des grosses icônes, des gros logos, puis ça va être facile. Même en conduisant, tu n'es même pas supposé toucher à ton cellulaire, puis tu le fais, puis tu n'es pas payé pour le faire. Bien, c'est la même affaire si on veut demander des données sur notre plancher de production. Il faut que ça soit simple. Un logiciel à 2 clics, c'est 2 fois moins bon qu'un logiciel à 1 clic. Okay? Bien, c'est le même principe. Sur un tableau de bord d'un opérateur, là, sur une tablette, là, on va lui demander, par exemple, la cause d'arrêt. Bien, idéalement, on la collecterait de façon automatique, cette cause-là. Okay? Peut-être qu'il y a un code d'alarme dans la machine qui serait intéressant. Mais ce qui est plate, c'est que la majorité des données pertinentes à analyser, ce n'est pas les codes d'alarme. C'est celle qui a juste l'humain qui sait. Puis la machine, elle ne sait pas qu'ils viennent de passer la balayeuse à copeaux ou que lui est prêt à travailler. La machine est prête à opérer, mais que le matériel n'est juste pas arrivé au bon moment. La machine, elle ne sait pas ça. Fait qu'on n'a pas le choix de le demander de temps en temps à l'opérateur. Bien, allons-y simple. Un bouton, geek, boum, tu rentres ta cause d'arrêt, j'ai manqué de matériel, puis maintenant tu l'as la donnée. Pas des listes déroulantes, des gros boutons, des grosses icônes. Pourquoi? Parce que 46 des opérateurs en usine, selon les dernières études, sont analphabètes fonctionnels. Fait que tu vas lui dire, « Hey, regarde, tu viens juste à cet endroit-là, tu vas noter telle affaire, nanana. » Il va te dire, « Oui, oui, pas de problème. » Il n'ira pas crier, « Je suis analphabète fonctionnel. » Genre, ça n'arrivera pas, là, mais il ne le fera pas. Puis là, tu vas être là, « Mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? » « Ah non, non, j'ai compris, j'ai compris. » Mais c'est ça. C'est ça la dernière étude. 46 au Québec. Là. Fait qu'il faut que ça soit simple. Okay? Bon, si on peut y aller de façon automatique, évidemment, on va y aller de façon automatique parce que là, la qualité de données va augmenter, évidemment. Il n'y aura pas d'erreur humaine. Donc, il y a différentes façons de se connecter à une machine, okay? En ordre de préférence. Si tu ne peux pas faire la première, bien, tu fais la deuxième. Si tu ne peux pas faire la deuxième, tu fais la troisième. Indice, c'est la troisième qui est la plus récurrente. Okay? Donc, est-ce qu'on l'a déjà, la donnée? Ou, tant qu'à la collecter, là, on ne l'aurait pas déjà dans une base de données, un historien ou à quelque part? Si oui, bien, pas besoin d'aller la collecter une deuxième fois, à moins qu'elle ne soit pas de qualité, cette donnée-là. Parce qu'il y a de fortes chances. Hein? Parce que c'est au moment de l'utiliser, ta donnée, que tu te rends compte de comment tu voulais la capturer. Donc, si tu ne l'as jamais utilisée, ta donnée, fort probablement qu'elle n'est pas de bonne qualité. C'est plate, là, mais... On a 10 ans de données. On m'entend?
Ah, good! Hey, on va pouvoir tout faire plein d'analyses de maintenance prédictive, là, puis d'intelligence artificielle. On a 10 ans de données. Puis là, ben, tu te rends compte, ah non, il y a eu un changement là, dans la ligne l'année passée. Ah, puis 10 ans de données, en fait, c'est une donnée par jour. Fait que j'ai 365 données, finalement. Ben, ça, c'est pas beaucoup de données. Okay? Tu ne pourrais pas rien faire avec ça. Donc, ça existe, on l'apprend. Ensuite de ça, est-ce qu'on peut parler avec la machine? Il y a des machines plus récentes qui ont des protocoles de communication standards, que ce soit OPC UA, MT Connect pour plus les CNC, S7 pour les équipements Siemens, Focus pour les PLC Fanuc. Donc, il existe toutes sortes de protocoles de communication différents par fabricant. Le problème, c'est que tu n'as jamais juste des machines qui sont capables de parler. La majorité des machines dans les usines n'ont pas ces protocoles-là. Fait que c'est vraiment certains modèles les plus récents, de telle marque, tel modèle de PLC exactement. Puis là, ben, nous autres, on en a du Fanuc, on en a du Allen Bradley, puis on en a du S7. Fait que c'est tous des protocoles différents. Fait que là, puis finalement, on a des machines qui ont 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, puis eux autres, on ne peut pas avoir de données. Tandis que c'est eux qu'on mériterait le plus d'avoir des données. Fait que ça ne peut pas être la seule solution. La troisième, ce qui est commun à toutes les machines, c'est qu'ils ont des signaux électriques en bas de 24 volts. Ils ont déjà plein de capteurs dans la machine. Hein? Il y a déjà plein de capteurs. Il y a plein de signaux. C'est juste que ces données-là ne sont pas sauvegardées, ne sont pas analysées, ne sont surtout pas valorisées. Ils apparaissent puis ils disparaissent. La machine, elle fonctionne très bien. Elle a 20 ans, mais elle fonctionne très bien. Mais elle est un petit peu sourde, là. Elle est muette. Là, comme... Il lui manque ces deux sens-là. Là. Fait que là, on va vouloir lui ajouter ces deux sens-là. Okay? D'être capable de parler. Puis c'est là que les IoT rentrent en compte. Okay? On peut aller installer sur n'importe quelle machine dans le panneau électrique. C'est ça qui est merveilleux, vous le savez. Là. Tous les signaux, tous les capteurs viennent dans le panneau électrique. Ils sont en bas de 24 volts la plupart du temps. Du 3.3 volts, 5 volts, 10 volts, 12 volts, 24 volts en analogique ou en digital. Bien, il y a des boîtiers comme celui-là qui te permettent, qui ont des inputs en quelque sorte, puis des outputs, d'accueillir ces données-là, de 420 mA, etc. Et son rôle, c'est de le retransmettre le plus vite possible. Okay? Ce n'est pas de l'analyser, ce n'est pas de l'interpréter, c'est de la retransmettre, brut. Le logiciel, le cloud, lui, il va l'interpréter en indicateur qui parle à l'humain. Puis là, ben, on veut l'envoyer Wi-Fi ou filaire? Bien, la réponse, c'est évidemment, ça dépend. Ça dépend. Le Wi-Fi, avoir un bon Wi-Fi sur un plancher de production, ça vaut le coup, là, en 2024. Là. On a de plus en plus de tablettes, puis d'ordinateurs, puis d'objets connectés, puis d'IoT, puis etc. Ça vaut le coup d'avoir un bon Wi-Fi, évidemment. Mais ce n'est pas nécessairement toujours la meilleure solution. Par exemple, tu peux avoir des problèmes de qualité de Wi-Fi dans ton usine parce que tu as une machine qui crée beaucoup de bruit électromagnétique. Tu sais, une soudeuse, là, proche d'une soudeuse, là, ça fait du bruit électromagnétique qui abîme le Wi-Fi. Donc, tu peux avoir du Wi-Fi ici, là, puis tu portes ta soudeuse, puis ici, tu n'en as plus. Parce qu'il y a du bruit. Fait que ça dépend. Si tu es au deuxième sous-sol de la salle électrique pour connecter le compresseur ou le petit cadran de quelque chose, bien là, c'est ça. Tu préfères y aller filaire ou Wi-Fi. Le filaire, bien, le problème, c'est qu'il faut que tu passes du fil. C'est la partie la plus compliquée d'un projet de connectivité machine, passer le fil. Tout le reste, c'est clé en main. Il n'y a rien à faire. Et après, c'est l'adoption, par contre. Une fois qu'on l'a, notre donnée, il faut changer notre culture, etc. Mais là, ça dépend. Wi-Fi ou filaire, il y a les deux, évidemment. Donc, c'est vraiment ce que j'appelais tantôt IoT là, pour le décrire. Là, malheureusement, il n'y a comme pas beaucoup de mots en français pour IoT, Internet of Things. Radio-Canada, ils disent genre objet connecté. L'Internet des objets, on l'entend quand même un petit peu. En anglais, c'est très, très présent. Là. IoT, c'est la composante qui se permet à l'objet de parler à Internet. Dans notre cas, c'est l'Industrial Internet of Things. Okay? On est dans le milieu industriel. Donc, il y en a que c'est capteur intelligent. Capteur, c'est un mauvais terme parce que c'est une passerelle, en fait. Ce n'est pas un capteur. C'est une passerelle pour les capteurs. Donc, dans ta machine, tu en as plein de capteurs. Tu vas utiliser la passerelle pour que ça se rende sur tes serveurs. C'est ça la différence. Là. Okay? Donc, ça fait le tour sur la partie connectivité. Je vous avais dit qu'il y avait 4 points, je n'ai passé 3. Le quatrième, c'est d'installer un nouveau capteur. Si tu ne l'as pas, la donnée, ça n'existe pas, cette machine-là. Bien, tu vas mettre une limit switch ou tu vas mettre un nouveau capteur. Ça peut être un capteur de... Il y en a des non-invasifs là, que tu viens autour du fil, là, un genre de capteur inductif là, que tu sais que quand le moteur va partir, là, sans même débrancher un fil de ma machine, je vais le savoir. Ça existe, ça. Okay? C'est facile à mettre en place. Tu branches ça là-dedans. Puis maintenant, tu l'as. Ensuite de ça, chaque action dans l'usine a le potentiel d'être une donnée. Fait qu'idéalement, on collecterait l'ensemble de ces actions-là.
sais. Comme dans d'autres secteurs. En milieu manufacturier, on n'est comme pas chanceux, on n'a comme pas beaucoup de données. Mais dans les assurances, il y en a, eux autres, des données. Dans les finances, dans le marketing. Tu fais un site Internet en 2024 sans Google Analytics, ça n'a comme pas de bon sens. Google Analytics, il va tout te dire sur ton site Internet. Qui a cliqué sur quoi, il a passé combien de temps, il a fait quel parcours? Il vient de Google ou il vient de LinkedIn? Il a tapé quoi sur Google? C'est un gars, c'est une fille? Tu sais tout, là. Fait que là, tu as toutes les informations pour prendre des décisions, pour optimiser ton site Internet et maximiser les conversions. Parce que ça sert à ça, un site Internet, convertir. Bien, dans l'usine, malheureusement, c'est plus compliqué que juste des clics à sauvegarder. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas mal plus simple qu'avant. On peut mettre des points, mais pas n'importe quel. C'est pas vrai quand on dit tout ce qu'on mesure s'améliore. C'est pas vrai, ça. Dans l'ordre, on l'a dit tantôt, c'est quoi mon problème? C'est quoi la décision qui m'aiderait à régler ce problème-là? C'est quoi l'indicateur qui m'aiderait à prendre la décision pour régler le problème? C'est quoi la donnée qu'il me faut pour créer cet indicateur-là? Puis comment je vais aller la chercher? C'est dans cet ordre-là qu'il faut réfléchir. C'est important. Les premières, la base de la base, TRS, TRG, c'était un des sujets de ma présentation. On en a parlé quand même un petit peu au courant de la journée. Je vais le réexpliquer rapidement. TRS, c'est pour taux de rendement synthétique. OK? TRG, c'est taux de rendement global. C'est très similaire, là, je vais vous montrer la différence. En anglais, on appelle ça le Overall Equipment Effectiveness. C'est la même chose. OK? C'est quoi ça? C'est la multiplication de 3 sous-indicateurs. Disponibilité, multiplié par le taux de performance ou d'efficacité, hein, c'est la même chose, multiplié encore par le taux de qualité. Donc, c'est 3 pourcentages, 3 indicateurs complètement indépendants, que quand tu les multiplies ensemble, ça donne un autre pourcentage qui est plus petit, évidemment, qui s'appelle le TRS. Donc, concrètement, la disponibilité, c'est quoi? C'est le taux d'utilisation de la machine, fait en gros, le uptime là, de la machine, le temps en fonctionnement, sur le temps de production planifié. Ça veut dire que tu soustrais les arrêts de type planifié. Donc, dans mon 8 heures de corps de travail, j'ai enlevé le lunch d'une demi-heure, puis j'ai enlevé les pauses, puis j'ai enlevé la maintenance prévue à tous les mardis matins. Donc, j'ai plus 8 heures, j'ai 5h45. Fait que ça va être ton temps en marche sur, dans ce cas-là, 5h57 sur 6h37. OK? La performance, le taux de performance ou d'efficacité, c'est quoi? C'est la vitesse. Ça n'a aucun lien, OK, avec la disponibilité. Aucun. C'est la vitesse de la machine. On est supposé d'aller à 13 pièces par heure, puis en ce moment, on va à 12 pièces par heure. Donc, j'ai 94 de performance. Donc, c'est la vitesse. C'est sûr que si sur ta CNC, l'opérateur il baisse le feed override, ça va prendre plus de temps que le programme nous disait que c'était supposé de prendre de temps. Dans le sens que tu prévois 2 heures ton programme, mais le gars il met à 70 son feed. C'est sûr que ça va prendre plus de temps. Ça va affecter la performance, pas la disponibilité ni la qualité. Okay, c'est la vitesse. Finalement, la qualité, ça le dit, là, combien j'ai eu de non-conformité. Donc, tu as beau avoir une machine qui fonctionne 100 du temps à pleine vitesse, si elle produit de la scrap, ça ne vaut rien, évidemment. Donc, c'est 3 indicateurs complètement indépendants. Tu ne peux pas le calculer en disant, par jour, on veut avoir 500 pièces de fait, puis là, on en a fait 300, donc j'étais à 60 C'est pas ça, là. Ça ne marche pas. Là, tu mélanges plusieurs affaires en ce moment. Là. Et en plus, tu veux le détail. Tu veux savoir, OK, si on n'atteint pas nos résultats, c'est pourquoi? C'est parce que nos machines sont à l'arrêt, on ne va pas à bonne vitesse et on produit de la scrap. Je vais vous le dire, là, c'est pas mal tout le temps la disponibilité. Le premier gain. Diminuer le temps d'arrêt. Okay? Il y a des gros gains à aller chercher là. Le manque de matériel, c'est une des causes numéro 1 au Québec. Là. C'est juste tout le monde est prêt à opérer, puis le matériel n'est pas là au bon moment. On a un client, nous, un Fasco. Un Fasco, ils font des boulons, des écrous. Hein? On a 75 machines à connecter, ils font des écrous, là, des petits puis des gros, puis etc. Eux autres, ils se sont dit, hey, on va analyser notre donnée, c'est quoi nos temps d'arrêt principaux. Puis ils ont vu le matin, ils se sont dit, à quelle heure qu'ils commencent nos 75 machines? T'sais? Le corps de travail commence à 7 heures, mais à quelle heure qu'ils commencent nos machines? Puis ils ont vu 7h29. Puis là, ils se sont dit, comment ça? C'est parce que les gars, ils arrivent en retard, ils ont leur côte sur le dos, prennent leur temps, un petit café, une petite jasette. C'est pourquoi, là? Puis ils ont fait un tour, puis non, pas en tout. Tous les opérateurs sont là, au bon moment. C'est que, il y a une routine de début de corps qui est longue, qui
qui prend 29 minutes en moyenne. Il faut partir de la machine, puis là, le gars nous a demandé de remplir ci, puis là, de faire ça, puis gna, gna, gna. Puis tout ça, ça prend 29 minutes. Puis là, ils ont remarqué, hey, même affaire le soir, là, c'est 20 minutes la routine de fin de corps. Fait qu'ils ont juste refait leur processus de travail. Là. Ils se sont dit, hey, maintenant, là, quand tu pars, tu finis ton corps, fais juste telle affaire. Ça permet à l'autre d'après de se démarrer plus vite. Puis ils ont gagné 20 minutes le matin, puis ils ont gagné 10 minutes le soir. 30 minutes par jour. Il faut 75 machines qui font des tonnes de boulons par jour. C'est des millions en quelques mois de productivité, là, en une décision. Mais c'est difficile à prendre cette décision-là quand tu n'as pas de données. C'est basé sur le feeling. Tu demandes à 15 personnes comment ça va aujourd'hui. Puis tu as 15 réponses différentes. Là, c'est difficile. Là. Donc, le TRG, je l'ai mentionné, le TRG, la différence avec le TRS, c'est au lieu de la disponibilité, c'est le taux d'utilisation. C'est-à-dire qu'on ne prend plus en compte les temps d'arrêt de type planifié. On les soustrait plus du temps. Donc, ça nous donne un autre type d'information. Moi, personnellement, je l'aime un petit peu moins, mais ça dépend de notre cas d'utilisation. Okay? Dans tous les cas, on veut diminuer les temps d'arrêt, qu'ils soient planifiés ou non planifiés. Donc, après ça, on va se faire des tableaux de bord. OK? Puis les tableaux de bord, aujourd'hui, avec les logiciels, c'est très simple d'en faire. Là. Pas besoin de programmation, pas besoin de programmer en Python ou en Power BI ou en C ou en tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Là. Plus besoin de faire ça. N'importe qui, avec du drag and drop, est capable de se faire son tableau de bord. Puis là, sur le tableau de bord, on va vouloir visualiser le temps réel. On va vouloir créer des tablettes pour les opérateurs qui vont pouvoir remplir des causes d'arrêt. On va vouloir peut-être faire des tableaux de bord pour les superviseurs. Un tableau de bord n'égale pas une machine, évidemment. Tu peux en mettre plusieurs. On va vouloir peut-être se faire des vues de haut. Hey, juste en un coup d'œil, sans détail. En un coup d'œil, je vois l'état de mes équipements. En cours, en temps réel. Si j'ai plusieurs usines, hey, j'ai une map monde. Je clique ça. Tu sais, c'est un tableau de bord, mais sur une image de fond. Fait que tu te mets la map du Québec, j'ai 4 usines, je clique sur mon usine, je rentre dedans. Je clique sur ma machine, je rentre dedans. Puis, tu as accès. Tu as accès sur des téléphones, des télévisions. Les gens aiment de plus en plus ça, diffuser de l'information sur le plancher de production. Puis évidemment, des rapports. L'historique des performances. On ne veut pas juste du temps réel, évidemment. On veut savoir, OK, ça a été quoi ma principale cause d'arrêt? C'est sur quelle machine? C'est quel opérateur? Etc., etc. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. Le moteur de règles, c'est quoi? Okay? Dans une entreprise, les indicateurs de performance, on l'a dit, ça aide à prendre des décisions. Quand les indicateurs sont bien construits, la décision est simple à prendre, voire même automatique. Un moteur de règles, ça automatise les décisions à prendre en fonction des indicateurs. Donc, c'est un principe bien simple. On n'a pas besoin de programmation. Pas personne qui a besoin d'une formation en programmation pour configurer un système de ce type-là. C'est ce qu'on appelle du « if this, then that ». Okay? Donc, tu définis des déclencheurs, des conditions, okay? Puis tu te crées des actions. OK, si la machine est arrêtée depuis plus de 5 minutes, je demande à l'opérateur la cause d'arrêt. On ne demandera pas les micros-arrêts. Si elle est arrêtée depuis plus de 20 minutes, je vais alerter le superviseur. Puis si c'est 1 heure, on l'alerte le directeur de production. Fait que tu définis des déclencheurs. Ça peut être un bouton, c'est hey, j'ai besoin d'aide. Et on vient t'aider. Donc, puis les déclencheurs, ça peut être de toutes sortes. À tous les jours, à midi, on met la cause d'arrêt lunch. Pas besoin de demander à l'opérateur, elle est là. Donc, c'est des systèmes comme ça qui permettent très facilement de créer des actions et que vous soyez autonome à faire évoluer votre système en fonction de votre maturité numérique qui va toujours augmenter finalement. Donc, hey, j'ai besoin d'aide. Un chef d'équipe est demandé au poste 1. Là, je vois le temps qui avance. Je n'aurai pas beaucoup de temps pour parler du retour sur investissement, mais ce n'est pas bien compliqué. Okay? Combien ça vaut 1 heure d'arrêt? C'est ça la question que vous avez à vous poser. C'est une machine, combien ça vaut? Ce n'est pas juste le temps à rien faire, l'opérateur à rien faire. Ou l'amortissement de la machine. C'est aussi le chiffre d'affaires que tu n'as pas produit sur cette machine-là. Mettons que ça vaut 200$ de l'heure. C'est assez rare. Là. Le plus bas que j'ai vu, c'est 150$, puis ça va jusqu'à 3 000, 5 000, 10 000. Ça dépend. Mais combien je dois sauver d'arrêts par jour pour rembourser mon système? C'est juste ça la question à se poser. Puis après ça, si je gagne 1%, ça veut dire que vous n'avez rien fait. Là. C'est juste que les opérateurs marchent les fesses un peu plus serrés parce que maintenant, on sait qu'il y a des données. Là, tu gagnes 1% gratuit. mais si tu prends action, tu vas pouvoir augmenter peut-être de 5% ta productivité, 10% dans des cas ultra Cendrillon, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, 20%. Donc, ça se rembourse assez facilement, c'est un calcul. Une usine fait de l'argent quand ses machines roulent, évidemment. Puis elle n'en fait pas quand ils ne roulent pas. Les autres cas d'utilisation, avec un système comme ça, on peut faire des tableaux de bord pour nos machines, mais on peut se faire des tableaux de bord pour autre chose. On peut se faire un système end-done. Un système end-done, ce n'est pas compliqué. Ce n'est même pas obligé d'être sur une machine. Tu mets ça à n'importe quel poste de travail.
Ça peut être à l'expédition. Puis tu te dis, hey, si tu as un problème, ne cherche pas ton superviseur là, dans le shop, là, puis la maison des fous. Puis là, ah non, il nous faut le gars finalement de maintenance, là, justement. Là. Fait que là, on est deux à suivre. Là, puis... Non, fais juste cliquer sur un bouton, on va venir t'aider. Ben, tu dis, OK, ben, j'ai un problème en ce moment avec mon imprimante à sticker. Là, tu spécifies ta cause. Mon imprimante à sticker, elle n'imprime plus. Bien, on va demander la bonne personne à cet endroit-là, en fonction de l'appel. On va pouvoir mettre des télévisions pour dire, hey, un superviseur est demandé au poste numéro 1. On peut faire jouer de la musique en fonction du poste. Tu sais, le poste 1, c'est toujours Star Wars. Le poste 2, c'est... Tu fais jouer de la musique. Tu n'as même pas besoin de la voir. On peut envoyer des notifications, on peut mettre des alertes sonores, des alertes visuelles. Les systèmes Andon, le Andon, ça vient de Toyota. C'est très présent dans les grandes lignes de voitures depuis 15 ans, 20 ans, c'est pas 25 ans. Mais les petites et moyennes entreprises ne pouvaient pas se permettre ces systèmes-là parce qu'il fallait installer une corde que tu tires ou des boutons mécaniques puis tout ça. Là, aujourd'hui, tu mets n'importe quelle petite tablette, tu te fais un petit tableau de bord, une règle, bouton appuyé égale SMS à telle personne. Ça t'a pris 5 minutes. Bien, c'est très facile. Puis là, bien, dans la philosophie de Toyota, là, Andon, bien, on attire les superviseurs au poste de travail qui vont venir prendre en charge l'appel, soit décider de l'escalader à quelqu'un d'autre ou éventuellement le résoudre. Puis là, bien, on va avoir toutes les statistiques du nombre d'appels par station, les temps moyens de prise en charge, les temps moyens de résolution par problème. Donc, c'est comme un genre de système de tickets interne de problématiques. Fait que tu vas avoir toutes tes stats après ça. Même affaire. Si on est dans une situation où nos problèmes, nous autres, c'est l'utilisation de nos portes, de nos quais de chargement, il nous en manque. Bien, on peut mettre des capteurs, puis détecter quand il y a un camion qui est présent, détecter qu'on est en activité, puis quand il va y avoir notre taux d'occupation moyen, d'envoyer des alertes en conséquence, puis de voir que le quai il est en chargement ou non, se faire des tableaux de base qu'on en a plusieurs. Pourquoi pas se faire une vidéo comme ça où on voit ça fait combien de temps. Donc, on parlait de machine tout à l'heure, mais l'application de collecter des données, les afficher puis créer des actions avec, ça s'applique un peu partout dans l'usine. On peut le faire pour des soudeuses, très populaires d'ailleurs. Il y avait très peu de solutions en ce moment sur le marché pour ça, mais c'est le même principe. On veut savoir le temps d'arc. Ce qui compte d'un soudeur, c'est qu'il ait le casque baissé en train de souder. C'est ça qui compte. Puis c'est ça que les soudeurs veulent aussi. Ils haïssent ça, aller chercher le matériel, puis le setup, puis nanana. Mais les soudeurs, ils coûtent cher, ils sont rares. On veut qu'ils soudent. Mais c'est le même principe. On peut installer des capteurs de différentes sortes. Pour les petites soudeuses, on peut aller mettre un capteur directement inductif sur le ground, puis savoir dès que la soudeuse est en train de fonctionner. Pour les plus grosses, avec le dévidoir externe, il y a un fil 14 pins qui passe là, du dévidoir jusqu'à la source d'alimentation. Là. Mais dans ce fil-là, il y a plein de données intéressantes. Tu branches ça dans un boîtier, puis après, tu as tes données. Tu as tes temps d'arc. Tu as tes temps de soudage par type de soudage. Tu peux même donner des cartes à tes soudeurs. Quand ils arrivent sur la soudeuse, poup, il doit mettre sa clé pour être capable de souder. Fait que tu n'as plus juste tes TRG par soudeuse, tu les as par soudeur. Parce que tu sais que ton soudeur, lui, il navigue entre plusieurs soudeuses. Fait que c'est normal qu'il y ait une soudeuse qui fonctionne 10 du temps, c'est normal. Mais c'est le soudeur qu'on veut qu'il soit utilisé à pleine capacité. L'intelligence artificielle. Ça, c'est pire que le mot Industrie 4.0. En termes de galvaudé, là. Ça, moi, je dirais galvaudé, là, c'est Industrie 4.0, intelligence artificielle, puis maintenance prédictive. Là, ça, c'est le top du galvaudé. Là. Ah ouais, ouais. Non, mais l'intelligence artificielle, il y a plein d'avantages à ça. Mais moi, mon jour préféré, là, c'est celui-là. Il y a 22 mois. Là. Mon jour préféré sur Terre, à date professionnellement, je parle. Là. Ah, ça, c'était malade. Tu sais, l'arrivée de ChatGPT. Je ne sais pas si tout le monde utilise ChatGPT encore, là, mais moi, ça a changé ma vie. Là. Je ne fais plus rien sans ça. Tu m'enlèves ça, là, moi, je démissionne, pas à la retraite. C'est fini. Ah, je ne recommencerai pas à faire les affaires manuellement. Là. Oublie ça. Hein, non, c'est merveilleux, ça. Puis c'est bien différent. Ça, c'est l'intelligence artificielle générative. OK? Fait qu'on ne parle pas de machine learning. Là. Okay? Machine learning, ça, c'était l'intelligence artificielle, je veux dire, un petit peu plus classique, là, qu'on parle depuis 10 ans, 15 ans. T'sais, on entendait parler de machine learning, de deep learning, d'apprentissage profond, qu'il faut des grandes quantités de données, de qualité. Puis là, avoir un gars qui arrive de l'université, là, puis qui va programmer toutes sortes d'affaires, là, puis là, on espère que peut-être qu'il y a de quoi qu'on va détecter là-dedans, là, mais on ne sait pas. Moi, je n'ai pas vu tant de succès de ça, là, à date. Là. Pourquoi? Parce que c'est complexe. C'est complexe. Ça a potentiellement une forte valeur, des technologies incroyables, okay? Mais c'est complexe. Il t'en faut en tabarouette de la donnée pour être capable de prédire.
Dans certains cas, oui. Mais dans la majorité du temps, c'est pas vrai que tu vas en avoir assez pour être capable de le faire. C'est compliqué. Là, il y en a une nouvelle, là. Quelle date j'ai dit, là? Ma date préférée? Le 30 novembre 2022. Ah, ça, c'était malade. L'intelligence artificielle générative. OK, là, c'est tout l'inverse. C'est disponible à n'importe qui. Pas besoin d'avoir fait 3 masters en data science pour le faire. Là. Tu chattes avec ton téléphone, puis on dirait qu'il comprend ce que tu veux lui dire. C'est malade. Ça, c'est vraiment cool. Mais là, comment ça s'applique, ça, là, pour nos projets numériques? Là? Comment on chatte, là, finalement, avec notre machine ou avec notre usine? Bien, il y a des choses qui se font déjà très facilement. Des choses de base. Hey, génère-moi une émoticône avec des lunettes de soleil. Je vais mettre ça sur mon tableau de bord. Puis quand on va atteindre 85 de disponibilité machine, yeah! Puis quand c'est 90, on va mettre des bonhommes de même. Là, fait que là, les gars, ils vont être contents, là, puis on y va de même. Ça peut être ça. Générer des images. Bon. On peut générer des icônes. Pourquoi pas? Générer une icône pour représenter le manque de coolant. OK, bien, sur ma machine, bien, je vais mettre ça, pouf. J'ai une icône. OK, encore là, générer des images. OK, conçois une tuile avec les principaux indicateurs TRS. Ah, cool. OK, conçois-en une autre. Ah, pourquoi pas? Ah ouais, c'est une bonne idée de la présenter de même. Une autre. Hey, je veux savoir où est-ce que je suis. Je veux mettre ça sur mon tableau de bord. Tu n'as même plus besoin de le configurer. Tu chattes. Tu écris ce que tu veux, ça le développe, donc ça le réfléchit, ça le programme, ça le déploie, puis ça le connecte en temps réel. C'est fou, ça? On n'a même plus besoin d'interagir avec le logiciel. On peut directement interagir avec la voix. Je suis supposé d'être synchronisé, là, je l'ai raté. Là. Mais tu peux, OK? Puis, c'est facile, là. On n'a même plus besoin de clavier. Puis en plus, hostie que ça comprend bien le québécois. Il n'y a pas longtemps, ça ne comprenait rien. Maintenant, ça le comprend. Bonne nouvelle. OK? Pas tous les modèles, mais bonne nouvelle. Bientôt, on peut parler avec notre logiciel de plus en plus. Directement. Tu n'as même pas besoin de chatter. D'ailleurs, tu as un débit de voix bien plus grand que ta capacité à écrire. Hein? Fait que si tu veux expliquer ta problématique, bien, explique-les à ton chat GPT. Là. Tu l'expliques pendant 10 minutes, là, il va en avoir du contexte. Là. Il va pouvoir te répondre. Mais imagine si ton système de connectivité de données, il donne encore plus de contexte. Lui, il sait toutes tes données. Il sait t'es qui. Tu es responsable de la maintenance ou tu es le directeur de production. Tes machines, c'est telle affaire. Tes causes d'arrêt, c'est ceux-là. Fait qu'avant de répondre à ta question sur comment diminuer mes temps de setup, moi, je vais analyser ta donnée, je vais savoir tout le contexte. Puis je vais pouvoir répondre après. Là, c'est performant. Là, c'est très, très, très performant. OK, c'est quelle est la cause d'arrêt qui est la plus importante, puis comment la résoudre? Bien, il va pouvoir traiter cette donnée-là, te donner des recommandations basées sur ta réalité. OK? Tu vas pouvoir lui dire, OK, c'est bon, parfait, fais-moi un Pareto des causes d'arrêt de la plieuse maintenant. Il va pouvoir te le déployer, te le générer. Puis là, tu dis, ah ouais, mais là, je ne le mets pas vertical, j'aurais aimé mieux le voir horizontal. Mais il va te le faire. Là. OK? Puis ça, c'est quand? C'est dans 5 ans? C'est dans 15 ans? Non. C'est cet automne. Puis d'ailleurs, on est l'automne, hein? C'est même pas Noël. Ça existe déjà, en ce moment. C'est déployé maintenant. Donc, si vous n'avez pas pris encore le virage numérique, commencez à y réfléchir. Parce que ceux qui le prennent vont tomber à un niveau un petit peu plus rapide. Là. Oui, il faut y aller étape par étape, mais il y en a qui vont vite en tabarouette. C'est une vague technologique. De réussir à passer la vague sans nager, là, ça risque d'être difficile. Ça dépend, il y a juste vous que ça dépend de savoir quel genre de surfeur vous voulez être, finalement. Fait que ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour votre attention. En tout cas, Martin, si jamais tu prends ta retraite parce qu'on te retire de ChatGPT, considère l'humour ou les shows. Ah ouais, OK, bon. Écoute. Est-ce qu'il y avait peut-être une question pour Martin avant qu'on passe à notre dernière présentation? D'ailleurs, je vais rester un petit peu après la rencontre. Ceux qui aimeraient avoir une discussion, vous pouvez scanner le code QR. Ça va booker directement à nos agendas. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Je t'écoute. Benjamin Leclerc de chez Nevada. Félicitations, Martin, super présentation. En fait, j'avais des discussions avec quelques personnes ici dans la salle durant toute la journée. Puis la question que je me pose, en fait, c'est il reste combien de temps aux entreprises qui n'ont pas pris le virage numérique pour éviter d'être éliminées? Parce qu'à un moment donné, le gap va être trop gros, la vague va être trop grosse. C'est une question d'années, là. C'est pas une question de décennies, selon moi, mais j'aimerais savoir ton avis là-dessus. Merci.
Écoute, j'aimerais ça te répondre, mais je pense pas avoir la réponse à cette question-là, malheureusement. Ça va de plus en plus vite. Là. Si on les faisait, les vagues technologiques, back-à-back, la dernière était il y a 22 mois, la prochaine est quand? Ça évolue énormément rapidement. Moi, je pense qu'il vaut mieux faire des projets... vaut mieux faire un projet simple, une réussite dans un projet simple, que de partir sur un projet compliqué puis d'avoir une prise, 2 prises au bâton. La majorité des entreprises manufacturières là, fait plusieurs fois qu'ils tentent un projet de ce type-là puis qu'ils se pètent la gueule. Fait que là, il y a peut-être une petite réflexion à se dire, OK, comment que cette fois-là, on peut y aller avec la simplicité? T'sais, un projet de connectivité machine, ce n'est pas 4 ans. C'est 1 mois, de A à Z. Que tu ailles 20 machines, 3 ou 80, c'est 1 mois. C'est extrêmement rapide à mettre en place. Donc, c'est le bon moment. C'est le bon moment en ce moment, je pense. C'est rendu simple de le faire. Même affaire pour les autres technologies qui s'en viennent. Devrait être de plus en plus simple. Merci beaucoup, Martin, pour l'excellente présentation. Merci.